Et salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live de la team WeWeb. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et un très bon week-end. Et je suis de nouveau accompagné de Joyce. It was a long time. Salut. Ouais, j'ai laissé ma place aux Xano et Bravo Boys. C'était bien cool, À n'empêche. Toby. À Ouais, c'était Toby cool. et Et Chris. Guy. Ah Chris, oui, il a vu Guy que aussi, la oui, version, c'est vrai. La version US, c'est vrai. la version US. Ouais. Guy, il s'appelle Guy ou Guy? Parce qu'il est belge. Moi, je pensais qu'on disait Guy, mais ok. Tu m'apprends des trucs peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça doit être Guy, mais Toby l'appelle peut-être Guy, non? Guy. Et mec. Mais, Euh, mais n'empêche, moi, ça m'a choqué la première fois que j'avais entendu, parce que c'est un vrai prénom, Guy, en américain, en vrai. Enfin, Ah en ouais? américain, en anglais. Ouais, ouais, ça existe. Bah, c'est des gars qui s'appellent Guy, quoi. Juste, ils s'appellent Guy, du coup. Ah, moi je Euh, pensais que c'était juste le mec, du coup. Bah, ouais. Je sais pas, je crois que la première fois que j'ai entendu, c'est quand j'habitais à Londres, genre, je sais pas, il y a 10 ans, quoi. Et ça fait bizarre, un gars qui s'appelle Guy. Mais bon. Voilà, ça commence direct par des questions Ah, existentielles. Ça vous avait manqué, j'espère. Euh, N'hésitez pas à vous présenter, je vois qu'il y a des nouvelles personnes. Il y avait des nouvelles personnes la dernière fois. N'hésitez pas, si vous avez des questions, interrompez-nous. Le but c'est que ce soit interactif. On est sur Twitch, c'est fait exprès, et nous, ça nous fait plaisir. Et Yeah. aujourd'hui, du coup, on va présenter les nouveautés qui ont été mises en prod la semaine dernière. Donc certains d'entre vous ont peut-être reçu le changelog. C'est-à-dire que le changelog n'est pas complet parce que notre CTO rajoute des trucs au dernier moment et je n'ai pas fait attention. Donc je vais vous présenter plus de choses que ce qu'il y a eu dans la newsletter. Mais aujourd'hui au programme, on a 4 choses principalement. Le nouveau panel pour ajouter les éléments et les nouveaux éléments. On commence à avoir des UI kits un peu plus complets. Le safe Très, très mode. beau. Ouais, ils sont très beaux et ils sont très pratiques pour créer des pages très rapidement. Moi, ça m'aide de ouf. On vous montrera comment vous pouvez créer des layouts de pages. Voilà, je commence déjà à faire du franglais. Assez vite. On a le safe mode très pratique quand vous avez un workflow, une formule qui casse votre app parce que vous faites des boucles infinies. Ça nous arrive aussi, vous inquiétez pas. Bah, vous pouvez le désactiver et vous pouvez maintenant les débugger, les supprimer même. Une nouvelle action pour charger toutes les collections en parallèle. Ça, c'est très pratique quand vous avez plein de collections. Je vous montrerai plus que de les charger les unes après les autres, parce que les workflows sont séquentiels. Vous pouvez tous le faire en parallèle, ce qui va très vite. Et on a enfin l'index et le parent dans les collection lists. Donc ça, on va s'en servir dans Rally. On pourra utiliser l'index plutôt que de le créer nous-mêmes. Sur ce, je vais vous partager l'écran. Hop. La petite anecdote sur aller chercher les collections en parallèle, c'est que j'étais en train de bosser depuis un café avec le dev qui s'est occupé de cette feature. J'ai vu que ça devait être release le lendemain. Il venait de me poser une question sur comment nommer la feature. Du coup, je me disais, bah, c'est bizarre, on dirait qu'il n'a pas commencé. Donc, je lui ai dit, tu penses que ça va être bon pour demain? Il me dit, oh non, il a rigolé et il m'a dit non. 1 heure plus tard, c'était fait. Donc, Yes. petit génie. C'est pour ça que c'était pas dans le changelog d'ailleurs. Mais c'est bien, on ajoute des fonctionnalités au dernier moment pour que vous en ayez un maximum à chaque mise en prod. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, normalement, je vous ai créé un projet Live No Code France qui est vide. Et déjà, ce que je vais vous montrer, c'est le nouveau panel d'ajout, donc le Add Panel. Et avant même de vous présenter ça, petite nouveauté, un peu en dehors du produit, mais plus au niveau des tutoriels. Normalement, quand vous arrivez sur WeWeb, vous aurez ici comme une checklist de choses à faire pour apprendre les bases de WeWeb. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans Guided Tours et automatiquement sélectionner le tuto que vous voulez voir. Et sinon, vous pouvez remettre la checklist avec Learn how to use WeWeb. Et vous voyez que vous avez des to-do. Alors moi, je les ai déjà toutes faites, mais qui vous permettent d'apprendre à utiliser WeWeb. Et typiquement, il y en a une sur le Add Panel qui va vous dire bonjour, c'est ici. Voilà tout ce que tu peux faire, et qui redirige vers la doc. Donc il y a la doc qui explique déjà tout ce qu'il y a dans ce panneau. Je vais rajouter des illustrations bientôt. Mais vous pouvez faire ça avec plein de choses. Donc typiquement, quand vous arrivez, vous pouvez apprendre à faire du responsive, du CSS, à binder de la donnée, enfin ce genre de choses. Donc ça, n'hésitez pas, c'est dans le Guided Tour, et vous pouvez regarder ce que vous voulez, et on va rajouter des nouveaux tutos au fur et à mesure des jours qui suivent. Salut Xavier. Donc, salut Xavier.
Et Voilà. Quentin, est-ce que tu sais Ouais. qu'il y a un raccourci pour ouvrir le Add Panel? Parce que moi, je l'ai appris la semaine dernière. C'est quoi? C'est A? Ouais, c'est A. Ah, mais ça ne le ferme pas. Ça ne le ferme pas, et ça me perturbe que ça le ferme pas. Ok. Mais oui, ça l'ajoute. Ok. Stylé. Je ne savais pas. Mais du coup, comment tu fais J'apprends pour des le choses fermer, tous toi? les jours. Ça se ferme après quand tu cliques sur la page Je comme ça? clique ici. Ouais, ok. Voilà. Du coup, tout a changé ici. Maintenant, au lieu d'avoir des éléments et un UI kit avec un peu fourre-tout, vous avez les éléments de base, mais vous avez aussi maintenant des catégories de sections toutes faites ou d'éléments tout faits, donc typiquement les layouts qui vous servent à créer votre page très rapidement. Les boutons et labels, donc ça, pour mettre des call to action donc, pour vos utilisateurs. Donc typiquement, quand ils ont besoin de faire une action, utilisez des éléments ici. Input and control, c'est pour les formulaires. Donc vous avez tous les champs de formulaires, et vous voyez qu'il y en a des nouveaux, et que les illustrations sont un peu plus explicites. Comment afficher de la donnée? Bah là, vous avez tout ce qui est les divs, les collection lists, les Kanban, les listes qui sont déjà designées, donc ça, je vais les utiliser juste après pour vous montrer. Authentification, tout ce qui est sign in, sign up, reset password. Donc ça marchera quel que soit votre plugin d'Authent. Il faudra juste changer le workflow en conséquence, mais le formulaire sera déjà là. Et landing page, c'est des éléments qu'on avait un peu historiquement quand WeWeb était plus un créateur de website, mais que vous pouvez quand même utiliser si vous avez besoin de faire des pages un peu plus centrées sur le contenu. Après, pour l'Authent, par exemple, je crois que si tu rajoutes Xano Authent sur la gauche, là, côté plugin, Tu vois, si je fais ça après avec WeWeb, je vais je faire ça sais pas avec si WeWeb, ça le ça fait ira plus avec... vite. Je sais pas si ça le fait avec WeWeb en revanche. Mais enfin, vas-y, Ah ouais? essaye. Ah bah si. Tu as Non, mais retourne sur le Add Panel. T'en as des dédiés, Oui, en fait. oui, j'en ai dédié pour le plugin, ouais. Ouais. Ouais, carrément. Ouais, ça, ce qui d'ailleurs n'est pas nouveau, mais certaines personnes n'avaient pas forcément vu. C'est un très bon point. Il y a des plugins qui vous rajoutent des éléments. Typiquement, si vous rajoutez aussi Chart.js, Ouais. il est dans Extensions. Hop. Vous voyez que les charts, donc les graphes, sont ici. Hop là. Mais en fait, on fait ça comme ça pour pas vous encombrer, quoi. Parce que si vous n'avez pas besoin de charts, Mm. c'est pas la peine de vous encombrer de charts, quoi. Exactement. Et ça rajoute la librairie à votre projet. Donc votre projet devient plus Mm. lourd, plus gros, il met plus de temps à Ouais. charger, il est moins bon en SEO, et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est... ah, j'ai oublié, vous avez toujours les... Alors là, je n'ai pas de section, mais ça, c'est les sections quand vous avez déjà une des pages et que vous souhaitez les drag and drop une section qui est déjà sur une autre page pour pouvoir la lier. Donc ça fait que les sections sont les mêmes quelle que soit la page et qu'elles ne vont pas recharger quand les utilisateurs changent de page. Donc ça, c'est typiquement très utile pour votre navbar ou votre sidebar ou votre footer. Et là, vous avez tous les UI kits du projet, donc avec les éléments que vous avez enregistrés pour ce projet. Mais ce que je voulais vous Benoît. montrer... Salut Benoît, bienvenue. Ce que je voulais vous montrer, c'était les nouveaux layouts. Donc typiquement, si vous avez envie de faire un layout un peu d'app web, un peu SaaS, vous avez le classique du menu sur le côté. Alors, on va mettre les variables, comme ça il sera déjà fait. Vous voyez, donc notre menu qui est déjà designé. Donc là, vous pouvez changer les éléments, bien sûr. Et ce qui est cool, c'est que par exemple, maintenant, vous pouvez mettre, si vous avez side menu, vous pouvez mettre un header. Vous voyez qu'il a été automatiquement été placé pour être centré sans prendre en compte, enfin sans qu'il passe en dessous de la sidebar. Donc ça, vous n'avez plus besoin de le faire. Et typiquement, si vous mettez du contenu ici, voilà, là vous avez une belle div et maintenant c'est bien marqué ici, vous pouvez mettre votre contenu, donc en remplaçant cette div, donc moi je vais l'enlever. Et typiquement, si on voulait afficher de la donnée externe, bah, je pourrais mettre une grid list avec les variables, et vous voyez qu'automatiquement elle est centrée. Et voilà, je viens de faire un layout de page en littéralement même pas 2 minutes, je crois. Et ça vous permet de partir d'un point de départ pour pouvoir le designer comme vous le souhaitez. Okay, la grid list, ça utilise l'élément colonne, là. C'est pas un élément grid qu'on vient de créer sans... Oui, oui. Ouais, ok, cool. C'est très cool déjà. Et la search fonctionne ici, la recherche, donc ça a déjà été setup. Trop bien. Donc ça, c'est assez cool. Donc voilà, globalement, les nouveautés de ce panel. Je vous invite à juste
allez regarder ce qu'il y a dedans. Globalement, ce qui est bien, c'est que c'est découpé par use case maintenant plutôt que par typologie. Avant, on avait plutôt une typologie, ça sert à quoi en dev, comment des devs l'utiliseraient. Maintenant, c'est plus quelle est l'utilité des éléments et des sections. Ouais, voilà. Et normalement, je crois que c'est dans pas longtemps qu'il y a la search globale qui va venir. Ça va aider, ça va beaucoup aider aussi. Exactement. La V2 qui devrait Nous, on a arriver. l'habitude, mais ouais. C'est ça. Qui devrait arriver d'ici une semaine ou deux, je crois, si je ne me trompe Il pas. me C'est semble pouvoir rechercher. Donc Ouais, là, la pardon, recherche, vas-y. elle fonctionne par catégorie, mais d'ici quelques semaines, normalement, par exemple, là, si Quentin tapait responsive, là, on n'a rien, mais s'il va dans layout, on a la sidebar, quoi. Et d'ici quelques semaines, normalement, on aura aussi. Ah bah non, ça s'appelle plus responsive sidebar. Par exemple, Ça s'il avait juste side menu. Ouais. side menu, si je le cherchais ici, hop, Ouais. là, il n'y est pas. Dans quelques temps, ce qui va se passer, c'est que vous le verrez. En fait, la recherche sera vraiment commune à tout. Donc, une fois que vous serez au courant de qu'est-ce que fait chaque élément, vous n'aurez plus besoin de vous prendre la tête d'aller dans la bonne catégorie. Et vous aurez aussi vos plugins normalement. Et ça, c'est très cool. Voilà, en gros, pour le Add Panel. Donc, petite nouveauté, mais quand même, c'est utile. Et maintenant, je te propose qu'on fasse bugger cette application. Oupla, pour la débugger. Alors, on va faire un truc que certaines personnes ont déjà fait, c'est qu'on va rediriger notre app vers une URL externe et on va faire planter l'éditeur. Alors, du coup, je vais le faire en custom JavaScript. Et là, je vais faire un truc. Attendez, je vais zoomer un peu comme ça, vous verrez mieux. Hop là. Je vais faire un truc qu'il faut normalement ne pas faire dans WeWeb, c'est réécrire l'URL de l'app comme ça. Parce que là, en gros, vous dites au navigateur, remplace l'URL par Google, par exemple. Et du coup, pourquoi quelqu'un peut avoir l'idée de faire ça? Parce que Parce le qu'on n'a Windows, pas en fait, ça dit juste d'aller encore... sur Google, c'est ça? Enfin, Windows. Ouais, en fait, là, tu réécris .application l'historique, alors qu'il faudrait faire un window.open pour... Parce qu'en fait, on a le change page, on est en train de le rajouter, le change page ne permet plus d'aller sur des pages externes. Avant, c'était le cas. Donc, il faut utiliser du JavaScript. Donc, typiquement, normalement, il faut faire ceci. Je crois qu'il faut faire window.open, le nom de ta page. D'accord, ok. Et ainsi de suite. Et en fait, ça permet d'ouvrir un nouvel onglet. Alors que ce que j'ai fait là, dans une application web, ça marche, c'est quand même pas fou. Mais en fait, ça réécrit l'historique de navigation de ton navigateur. Donc si vous faites ça dans l'éditeur, le truc c'est que l'éditeur, votre appli, elle est dans un iframe, cette appli ici. Donc il va être complètement perdu et l'éditeur va dire je sais plus où je suis, il va juste planter. Donc, si je passe en preview et que je charge, là je suis sur Google, mais je ne suis plus dans l'éditeur. Et si je retourne dans l'éditeur et que je l'ouvre, vous voyez qu'ici, Google ne veut pas se connecter, c'est normal parce qu'on ne peut pas afficher Google dans WeWeb, sinon il y aurait des problèmes de sécurité. Donc là, on a cassé notre app. Donc un moyen de la débugger, bon, on a même cassé complètement l'éditeur, donc je ne peux plus rien faire, c'est d'aller dans les options, et vous voyez ici maintenant à côté de Open Editor, j'ai 3 petits points. Et ce que je peux faire, c'est Safe Mode. Ouais, t'allais dire un truc. Ouais, juste il y a Xavier qui demande pourquoi on permet plus d'aller vers l'externe. C'est un truc qu'on a oublié et qu'on est en train de rajouter. Et on est en train de changer de change page pour devenir link to et que ça permette d'aller sur une page externe aussi bien que interne. Voilà. Pardon. Mais cela dit, je me souviens qu'il y a des gens qui faisaient des windows avant qu'on fasse ça, parce que ça c'est arrivé récemment. Oui. C'est un petit bug qui est en cours, mais je me souviens de Kian, notamment un gros power user qui à plusieurs reprises a fait planter l'éditeur avec un window. C'est ça. Et là, je vous montre ce use case, mais il y aurait très bien le use case de vous faites un workflow qui fait des boucles infinies. Ça, on l'a déjà vu. Pareil, vous plantez complètement votre app. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est lancer le safe mode soit sans les workflows, soit carrément sans les workflows et sans les formules. Là, on va le lancer sans workflow. Vous allez avoir une petite alerte. Donc là, les workflows ne s'exécuteront plus du tout dans l'app. Et vous voyez qu'elle charge.
Et là, maintenant, ce que je peux faire, c'est enlever mon workflow. Voilà. Et là, j'ai plus de bug. Hop là. Donc, c'est assez pratique. Pareil, si vous avez des formules, parce que certaines personnes créent des formules en JavaScript custom qui sont des fois récursives ou qui chargent des choses qui ne devraient pas charger, et du coup, ça casse complètement l'application. Bah, vous pouvez faire le safe mode sans les workflows et sans les formules. Et là, ça chargera parce qu'on les exécute plus du tout. Et en fait, on les carrément, c'est comme si on les mettait de côté et on disait, bah, on s'en sert pas dans le projet actuellement. Et ça vous permet de débugger justement. Parce que la plupart du temps, quand votre éditeur ne charge plus, c'est soit que vous avez une erreur de ce type, donc une formule ou un workflow qui casse votre application, soit vous avez carrément trop de données, trop de collections, et c'est le temps de charger depuis votre backend qui prend trop de temps. Et là, vous voyez que j'ai le safe mode que je peux quitter, ou alors je peux carrément passer en No Workflows and Formula. Donc là, je vais le quitter parce que j'ai fixé mon app. Et voilà, elle refonctionne. Je crois qu'un use case assez courant, c'est le redirect d'un utilisateur qui n'est pas authentifié sur... Alors ça, c'est que en prod, parce que dans l'éditeur, on ne fait pas les redirects suite à un login. Mais oui, ça c'est un use case classique. Faites attention, on va le mettre dans la doc et on est en train de voir niveau produit pour l'empêcher. Typiquement, si vous dites que la page où redirigez votre utilisateur quand il n'est pas login, c'est normalement c'est votre page de login d'ailleurs, donc je vais en créer une. Hop. On va prendre WeWebAuth, on va mettre le formulaire de login. Ah, il me faut une section d'abord, donc je vais prendre une section. Hop là. Je vais prendre mon formulaire de login. Voilà. Et là, en fait, il y a pas mal d'utilisateurs. Ils se rendent pas compte ce qu'ils font, c'est que login, ils la mettent en authenticated users. Le problème, si vous faites ça, alors ça se verra pas dans l'éditeur parce que l'éditeur ne respecte pas les redirections utilisateurs pour vous aider à construire plus facilement. Mais c'est qu'une fois que vous allez mettre en prod, votre plugin, vous allez arriver sur la homepage. La homepage, typiquement, si elle est en privé, si je la mets aussi en privé, hop, il y a le plugin qui va dire bah, la personne n'est pas authentifiée, va sur login. Sauf que le problème, le login, c'est qu'il faut aussi être authentifié. Donc en fait, le plugin va dire retourne sur login. Login va dire non, il faut être authentifié. Ça va retourner sur login et ainsi de suite. Et vous avez une boucle infinie. Ce qui fait que des fois, quand vous mettez votre app en prod, la première chose à regarder, c'est est-ce que votre page de login est bien publique. Sinon, vous avez une boucle infinie. Ce qui est assez logique en fait, parce que vous dites cette page n'a pas le droit d'être vue par les gens qui ne sont pas authentifiés, mais quand ils ne sont pas authentifiés, ils ont besoin d'aller sur cette page. Donc en fait, vous avez deux règles qui se contredisent. Et un ordinateur, il fait juste ce qu'on lui dit, il est bête et méchant, donc il va le faire à l'infini jusqu'à ce qu'il plante. Donc voilà, un use case assez classique d'Authent. Après, là, on est en train de voir pour éventuellement empêcher de mettre des private access sur la page de login. Ouais. À voir, parce que Flo pensait qu'il y avait peut-être une manière plus élégante de le faire. Donc ça, on est encore en train de le discuter, mais en attendant, ne le faites pas. C'est un sujet passionnant, je trouve, la partie du produit où il faudrait forcer un comportement de l'utilisateur pour qu'il ou elle soit pas dans la mouise, justement. Je lisais un thread intéressant sur Twitter, c'était à propos de Webflow, et c'était à propos du système de classe, où en fait, quand c'est un designer pas expérimenté dans Webflow, tu te retrouves avec des div 46, et du coup, il y a quelqu'un sur Twitter qui disait, mais en fait, faudrait trouver une façon de forcer le bon usage de système de classe, parce qu'après, tu as genre la méthodologie client first et tout de FinSuite et tout, qui est vachement bien, mais ça implique que la personne apprenne. C'est ça. Enfin bref, je trouve ça fascinant de voir ce que tu peux pousser dans le produit, et ce que tu es obligé d'éduquer, tu vois. C'est une discussion qu'on a beaucoup parce que justement, je suis intéressé d'avoir votre feedback dans le chat parce que moi, je suis de l'école, il faut forcer les utilisateurs parce que vous n'allez pas... En fait, l'éducation, c'est bien de mon point de vue, quand on apprend des choses. Par contre, quand c'est un truc que le produit force, qui est juste une restriction, on va pas s'en souvenir, on va pas aller voir naturellement la doc. Donc moi, j'étais plus en mode, on le force,
Et Flow était plus à dire non, mais il y a peut-être des utilisateurs qui voudront faire des choses assez uniques et il faut Ouais. juste de l'éducation. Donc je sais pas, c'est une discussion assez Ouais, passionnante qu'on a sur beaucoup de fonctionnalités. sur ce cas d'usage-là en particulier, on l'a eu tellement de fois et ça donne tellement l'impression. En fait, l'utilisateur qui fait cette erreur-là, souvent, il va penser que c'est un problème WeWeb, donc en plus, Exactement. c'est négatif pour nous. Et je me dis, pour ce use case-là en particulier, on l'a vu tellement de fois que, perso, je pense que ça vaudrait le coup de forcer, quoi. Peut-être et trouver une façon d'éduquer, tu vois, ou peut-être qu'il y aurait un peu comme avec le Make a Server-Side Request, où il pourrait peut-être y avoir un truc où tu peux enable, Ouais. si tu veux vraiment faire un truc unique. Je sais pas si ce serait possible, Bah, il y a mais Lucas qui a eu l'idée d'un entre-deux où on met des doubles validations sur la page quand c'est celle de login. Moi, j'étais de l'école, ça on le met en gris et tu peux pas l'éditer parce que c'est ta page de login et on t'explique pourquoi. Et Flo était ouais. plus en mode on pousse vers la doc. Donc tu vois, on a eu toutes les échelles et je pense qu'au final, Ouais. on va faire comme ce qu'a dit Lucas, donc on va mettre de la double validation, on va vous dire attention, si vous Bah, faites c'est pas ça, vous mal, j'aime bien risquez de cette casser votre option page. aussi parce que du coup, tu t'en profites pour éduquer et en même temps, Ouais, parce que moi, c'est un des trucs que j'adore dans notre outil, c'est le fait qu'on responsabilise quand même pas mal et on le voit avec plein d'utilisateurs qui montent en compétences de fou, quoi. Enfin, qui ont pas de c'est background ça. de programmation et qui petit à petit ont des réflexes hyper sains, quoi. Exactement. Alors je vais passer à la fonctionnalité suivante et pour ça, on va changer d'app. Et on va aller dans le CRM. Ça faisait longtemps. Monster CRM. Ça faisait longtemps depuis la semaine dernière. Alors ce que je vais faire déjà, c'est... Ah bah je suis déjà logué, c'est vrai, parce que je me suis logué avant le live. Et vous voyez, le CRM, il a beaucoup de données. Il a beaucoup de collections. Si on va dans les collections, on a tout ça. Donc admettons que vous ayez besoin de créer un workflow qui recharge des collections. La manière de le faire historiquement, donc admettons par exemple je suis sur ma page Deals, je trigger un workflow et je dis quand la page se charge, je vais fetch mes collections. Alors le truc qu'il fallait faire avant, c'est fetch collection, faire une action, ensuite en faire une autre avec une autre collection, en faire une autre, et ainsi de suite. Et je vais vous montrer ce qui se passe. Alors je prends bien le temps de tout faire parce que on voit bien que c'est très long. Et on va voir surtout la différence niveau performance. Contact all, fetch, deals, fetch, contact filter. Et en fait, Ouais, c'est pour toi, Xavier. Ça va t'aider, je pense. Exactement. Et le truc, c'est que, alors nous, c'est volontaire, parce que comme vous avez une notion de if-else, de control, alors en anglais, on appelle ça le control flow, c'est en gros, quand vous créez un workflow, comme un programme informatique, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui se passe à un instant T et sur quelle branche passer. Par exemple, si j'avais plusieurs branches dans mon workflow, il faudrait que je sache que telle étape a été faite pour savoir si je passe ensuite sur branche A ou branche B. Donc en fait, il faut tout faire dans l'ordre. Donc nous, ce qu'on fait dans les workflows, c'est que vos workflows sont faits de manière synchrone avec les actions les unes après les autres. Donc si par exemple j'ouvre mes collections ici, enfin là je teste et j'ouvre mes collections, vous voyez qu'elles sont chargées les unes après les autres. Alors là ça va plutôt vite parce que c'est des petites collections, mais vous avez vu qu'elles étaient vraiment chargées une après l'autre. Tac, 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 tac. Si je leur fais, vous voyez, bam, 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 bam. Et en fait là on a attendu peut-être une seconde ou deux que tout se fasse. Par contre, si vous n'avez pas envie d'attendre qu'une collection soit chargée pour en charger une autre, ce que vous pouvez faire, c'est... Alors, on va supprimer ça. C'est la nouvelle action. On peut cliquer sur Delete? Ouais, Ah, trop bien. regarde là. Command C, Command D, Ouais, delete. mais ouais. Et on a une nouvelle action qui s'appelle Fetch Collection in Parallel, où vous pouvez choisir des collections, où vous pouvez en ajouter plein. Donc ça, c'est pratique. Donc là, je vais toutes les mettre. Et là, l'ordre ne compte pas du tout, parce qu'elles vont vraiment être faites en même temps. En fait, ce que fait cette action, c'est qu'elle va toutes les collecter, et une fois qu'elles sont toutes chargées, mais chargées en parallèle, une fois qu'on a tous les résultats, elle va les regrouper. Donc si je fais un test, voilà, vous voyez, ça a pris même pas une seconde.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 requêtes ici à notre backend, donc Xano. Et Xano, il était capable de répondre sur les 7 requêtes en même temps. Alors qu'avant, on faisait une requête à Xano, on attendait la réponse. Deuxième requête, on attend la réponse. Troisième. Et ça, c'est très pratique. Pareil, c'est un concept de programmation et d'API. C'est tout ce qui est l'asynchrone, c'est très pratique quand vous, la plupart du temps, qui est du temps d'exécution de votre programme ou de votre workflow, il n'est pas dû au fait que vous analysez ou vous changez de la forme de la donnée. Enfin, c'est pas du travail de la machine, c'est plutôt d'attendre une requête. Si tu dis bonjour backend, donne-moi cette requête, cette réponse, et le temps qu'il vous la renvoie, en fait, vous avez perdu le temps d'échange entre votre front et votre back. Donc, si vous le faites en parallèle, vous envoyez les 7 requêtes en même temps, dans ce cas-là, et votre back va pouvoir vous répondre à 7 en même temps. Ça va aller beaucoup plus vite. Typiquement, Ça me fait penser. Alors, il y a deux choses. Premièrement, ça me fait penser à la mi-temps du Super Bowl avec Rihanna, genre le pam 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 pam, tu vois, ça va vite. Et je sais pas pourquoi j'ai eu cette image quand j'ai vu les trucs. Et je me dis, ça va encore plus pousser les gens vers Xano, je pense, versus un Airtable, non? Parce que pour les appels API. Ouais, parce que Airtable, tu as quand même le rate limit. Ouais. Et là, il faut que vous ayez une API qui soit capable de répondre à plusieurs choses en même temps. Et en fait, il vous faut un vrai back-end, parce que l'avantage d'un Xano, d'un Supabase ou d'une vraie API, c'est que eux-mêmes ont plusieurs... Alors techniquement, ça s'appelle des threads, mais bon, bref. En gros, imaginez que c'est comme s'ils avaient plusieurs serveurs et ils sont capables de prendre plusieurs requêtes et de vous répondre à tout en même temps. Ce que Airtable fera pas trop. Airtable, il va vous dire, attends, t'es déjà en train de me faire une requête, on prend son temps, et il va aussi, au final, il va vous mettre un rate limit, donc vous allez être limité. Mais ouais, c'est hyper pratique quand vous avez un back-end pro, parce que là, vous pouvez avoir une vingtaine de collections. Au final, s'il est capable de répondre à... Normalement, n'importe quel back-end est capable de répondre à des centaines de... Enfin, un back-end pro est capable de répondre à des centaines ou même des milliers de requêtes en même temps. C'est pas très compliqué. Parce que là, niveau machine, le fait de demander de la donnée et de la renvoyer, ça demande presque pas de puissance. Là, ce qu'on attend vraiment, c'est ce concept un peu, c'est marrant parce que No Code Factory me demandait il y a pas longtemps, et c'est un truc dont on parle de plus en plus avec les utilisateurs, c'est quand vous voulez optimiser, il faut savoir si c'est plutôt le fait de... comment Si c'est l'appel ou la donnée qu'on reçoit, quoi. Exactement. Si par exemple vous avez un énorme set de données et que vous vous amusez à changer la forme de tous les éléments dans le set de données, là vous allez demander beaucoup de ressources sur votre serveur ou dans le navigateur de l'utilisateur. Donc là c'est vraiment de la puissance de calcul. Versus quand vous faites des requêtes API, c'est plus attendre le réseau. Donc c'est simplement juste Internet. Genre je passe, c'est WeWeb qui va dire j'envoie une requête, ça passe par Internet, ça arrive au serveur de Xano, Xano va dire oui c'est bon je l'ai reçu, il va vous le renvoyer, ça repasse par Internet et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment du temps d'attente. Donc vous pouvez tout faire en parallèle. Et d'ailleurs, souvent, on néglige, je trouve, le temps d'attente du serveur, même quand on a son petit site WordPress ou n'importe, Ouais. et on est du coup on a notre hébergement. Enfin, quand tu as ton site WordPress, généralement, tu choisis ton hébergement. Ça peut être un hébergement WordPress, mais tu peux choisir, je sais pas, GoDaddy ou je sais pas quoi. Là. Mais et du coup, en fait, souvent, tu es en serveur partagé et tu te rends pas compte que ton site il est hyper lent parce que c'est un serveur partagé avec. Ouais, c'est ça. C'est pas toi qui prends toute la puissance. Et quand tu utilises un WeWeb ou un Webflow, vu que c'est nos serveurs, bah sauf si tu es en self-hosting, ça dépote. Quoi. C'est un des intérêts de Voilà, c'est Webflow même versus WordPress, par plus, exemple. Non, mais c'est même là, je plus le pense. back-end là dans ce cas-là. Mais ouais. Non, là, c'est le back-end, mais je veux dire, je pensais Mm. au temps de serveur, en fait, où même sur un site tout basique où tout est en dur, on Mhm. n'y pense pas, mais le temps de serveur, ça joue énormément, quoi. Exactement. Bah, la plupart des applications web, vous attendez surtout des requêtes API. Parce Ouais. qu'il y a très peu d'applications qui vont analyser beaucoup de données ou qui font des requêtes très importantes. À moins que vous lancez une application dans l'analytics ou que vous ayez Uber ou Airbnb avec des milliers de courses, la plupart du temps, ce que vous attendez, c'est juste oui et les appels API. Quoi. Donc, ouais, c'est un sujet très important. Et un truc à optimiser parce que c'est un truc qu'on a souvent. Oui, si votre application WeWeb est lente, la plupart du temps, et je dis pas ça pour dédouaner WeWeb, c'est juste que si vous utilisez Airtable, c'est que Airtable met beaucoup de temps à répondre. C'est que vous faites tellement de requêtes en même temps que justement, ça met beaucoup de temps à répondre. Et ainsi de suite. Donc il y a des choses à aller chercher de ce côté-là. Et après, dans un second temps, mais ça c'est assez rare, c'est oui, ne faites pas de trop de manipulation de données côté front parce que vous êtes tributaire de la mémoire de l'ordinateur de l'utilisateur, parce que ce que fait
dès que vous exécutez un workflow dans WeWeb, en fait, c'est le navigateur de l'utilisateur qui l'exécute, donc Chrome ou Edge ou Safari, et vous êtes tributaire de la RAM, donc de la mémoire vive de l'utilisateur. Donc s'il n'en a pas beaucoup, ça va prendre plus de temps. Mais la plupart du temps, ce sera l'API qui prendra le plus de temps. Ça va être le gros sujet du deuxième cours de l'académie, quoi, la partie optimisation des performances pour scaler. Voilà, la feature pour Xavier est live. Il y a déjà d'autres personnes qui l'utilisent en vrai, Xavier. Tu n'es pas tout seul. Et le dernier truc, je vais retourner dans Rally et on va optimiser. Donc Rally, pour ceux qui sont pas venus sur les lives depuis longtemps, on essaie de refaire un espèce d'application type Calendly, donc pour pouvoir booker des événements. Doodle plutôt. Doodle, pardon. En no-code. Et typiquement, si je vais sur l'étape 2, là, j'étais dans une collection list et j'avais besoin d'avoir l'index de mon élément dans la liste. Alors, vous voyez qu'il y a un truc tout nouveau qui vient d'arriver, c'est que maintenant, j'ai l'index par défaut, WeWeb me le donne. Alors qu'avant, ce que je faisais, c'est que je le créais et que j'utilisais un workflow j'avais une variable index, je rajoutais 1 à chaque fois. Et j'ai plus besoin de le faire. Donc, on va pouvoir refaire ça. Alors, typiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le binding. Text color, j'avais pas besoin de ça. Je crois que c'était... Où est-ce que j'utilisais mon index? Color. C'est pas les bordures? Vers les bordures? Exactement. Ah bah là. Donc là, au lieu de item data index, je vais prendre item.index. Et voilà. Et normalement, vous voyez que ça n'a rien changé. Par contre, ce que je peux faire dans mon workflow, c'est... Alors, c'était pas celui-là, c'était mon workflow qui génère le calendrier. Il s'appelait Get Days from Calendar. Je peux enlever ma variable index. Je peux enlever mon increment index parce que je n'en ai plus besoin. Et là, ce que je peux faire, c'est loop over leading day. T'as plus besoin des deux derniers, quoi. Je n'ai même plus besoin du deux derniers. Voilà, exactement. J'étais en train de me rappeler ce que j'avais fait, mais exactement. Alors, juste language tool. Tais-toi. Voilà. J'ai plus besoin de mon index. Voilà. Donc, j'ai un objet plus simple. Et un workflow plus léger, quoi. Exactement. Ça, vous l'avez dans toutes les boucles, donc pas forcément que dans les collection lists, hein, ça peut être dans votre div, n'importe où. Dès que vous êtes dans une liste d'objets ou une collection, et que vous la bindez, vous avez l'index. Et c'est très pratique. Voilà. Et là, normalement, je peux aller dans mes variables. Mon index, il était où? Days index, c'était celui-là, je peux le supprimer. Et si j'ai bien fait mon taf, voilà, ça marche. Et j'ai supprimé littéralement 3 étapes d'un workflow, une variable, et ça marche tout seul. Trop bien. Il y a Benoît qui dit « Je suis nouveau sur WeWeb et j'ai vu ça pour l'index hier, top pratique. » Bah ouais. Nice. C'est cool ça, et ça se passe bien du coup pour toi sur WeWeb? T'as des questions? S'il y a des trucs sur lesquels tu galères, dis-nous. Nous, ça nous intéresserait de fou, déjà de savoir comment tu nous as connus, ton background et tout, et si t'as des difficultés bah ouais, nous dire en fait. Pas de ouf, parce que là, du coup, je vous ai montré la plupart des nouveautés. On a 20 minutes d'avance, ce qui est assez rare. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ah, c'est la faute de Xavier. Bah oui, c'est souvent la faute de Xavier, on a remarqué. Je suis en train de me dire, peut-être que je pourrais... Attends, je vais voir... Est-ce qu'il y a Lucas? Je suis en train de me dire, je peux vous teaser le design de la nouvelle académie, si ça vous dit. Alors, attends, parce qu'on a pas mal de... Ah, Il se passe des choses dans le chat. J'essaie de bah remplacer voilà. Bubble par WebWeb Exano. Alors, s'il te plaît.
Non, mais un jour, Oui, il va web. falloir qu'on s'appelle WebWeb. Hein. Non, non, on troll, mais c'est qu'en fait, on nous a tellement dit web que maintenant, ça nous fait rire. Mais ok, hyper intéressant. Pourquoi tu veux remplacer Bubble par WeWeb et Xano? Ça nous intéresse de savoir. Et Frekofu nous dit Gaspaccio, ils sont toujours là. Si on a un peu de temps, j'ai une question sur les appels en parallèle. Mais oui, on a du temps. Xano encaisse bien, et bah ça j'ai envie de te dire, ça dépend de si tu payes Xano et de la puissance de. Et combien t'as de collections. Là, il faudra tester. Globalement, ça devrait bien encaisser jusqu'à des centaines de collections, voire plus. Hein. Xano, c'est du back-end solide. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais à toi de trouver les limites jusqu'à ce que ça ralentisse. Et auquel cas, je pense que si tu passes au plan supérieur de Xano, ça devrait résoudre le problème. Parce que eux, derrière, ils vont te mettre plus de puissance. Et Xavier qui dit que Xano encaisse bien, je pense qu'il a déjà dû bien tester. Ah, trop bien. Et du coup, Frécofo qui dit j'avais triché en lançant plein de workflows comme ça en parallèle et Xano n'avait pas aimé. Sur des plans payants, ouais, c'est bizarre. Après, des fois, Xano, ils ont des petites baisses de charge, ça peut arriver. Je pense que des fois, ils ont des mises en prod. Moi, ça m'est arrivé de travailler, mais tout mettait plus longtemps à charger. Mais ils sont en train de stabiliser ça, là. Ils viennent d'embaucher pas mal de monde. Et puis, ils ont fait leur levée il y a quelques mois. Donc, je pense que ça va se stabiliser. Mais globalement, une base de données Postgres et un serveur par-dessus, ça peut encaisser des milliers de requêtes sans broncher. Donc, Supabase et Xano devraient pas trop broncher là-dessus. Ah, c'est marrant parce que Xavier dit du coup Xano encaisse bien, mais le bac avait pas aimé. Parfois, quand tu testes en bac, c'est un peu chelou. Mais en live, ça marche bien. Ah, ok. Ok. Et du coup, Benoît qui nous dit bah, c'est l'intégration plus simple, quoi. L'intégration plus simple. Intégration du design, ouais. Oh, trop bien. Ah, j'imagine que c'était le responsive sur Bubble qui posait problème. C'est marrant, il y a plusieurs échos là-dessus, parce qu'il y a des gens qui disent que le responsive engine d'il y a 1 an et demi maintenant, que ça améliore vachement. Et il y en a qui ont l'air de trouver ça très... Enfin, je pense que c'est une autre approche. Ouais, il y aura des fans et des haters des deux. Ouais. Au final, c'est tant mieux. Hein. Ah oui, d'accord. C'est le lien, les liens Bubble Xano versus WeWeb Xano. Ouais, bah, c'est parce qu'on est fait pour, en fait. C'est parce que c'est l'approche par défaut, alors que Bubble, c'est venu après, quoi. À ça, je vais essayer de retrouver le lien, mais typiquement, le live qu'on a fait jeudi, c'était en anglais, mais avec les personnes de Xano. Chris et Toby, ouais. Et de Chris de Xano et Toby de Bravo Studio. En fait, Chris a bien expliqué ça, et Toby aussi. C'est que, en fait, Bubble, comme à la base, c'est un outil monolithique, tu es obligé de dupliquer ta donnée dans Bubble. C'est pas natif la manière dont ils utilisent des bases de données externes, des API externes. Ce qui fait que tu te bats un peu contre l'outil, en fait. Bubble, à la base, ça n'a pas été fait pour ça. Alors que quand tu utilises un WeWeb, justement, un Bravo Studio, on est fait pour récupérer de la donnée via API, on va la considérer comme de la donnée native, là où Bubble voudra vraiment que ça vienne de sa base de données. Je vous ai mis le lien parfait, merci. du replay du live. Et Frécofo qui demande est-ce que c'est toujours possible de bêta-tester l'académie? Ouais, complètement. En fait, on va l'ouvrir à... en fait, j'ai posté dans la communauté anglophone pour bêta-tester l'académie qui sera en anglais, puisque pour l'académie, pour la partie en français, on fera des streams live ici, quoi, avec vous. Et du coup, j'avais pas capté quand on fait un post dans la catégorie announcement de notre communauté, de notre discours, en fait, les gens peuvent pas répondre. Donc les gens likaient ou DM. Mais en gros, tous ceux qui ont liké le post, dont toi, j'ai vu tout à l'heure, Fred, je vais vous envoyer un lien le 1er mars, aux alentours du 1er mars, pour que vous puissiez bêta-tester l'académie, et on fera la release 1 ou 2 semaines plus tard. L'idée, c'est que vous puissiez accéder au contenu, mais aussi nous dire s'il y a des bugs dans l'application, puisqu'on crée l'application dans WeWeb. C'est un WeWeb plus Xano. Et voilà, du coup, il y aura une progress bar et tout ça. Normalement, si vous êtes déjà logué dans WeWeb, vous n'aurez pas besoin de vous reloguer. On vous demandera du feedback sur les leçons. Donc, en fait, un NPS standard, de nous dire genre de 0 à 10 pour chaque leçon. Et puis, on vous invitera à nous suggérer des améliorations pour chaque leçon, pour
que, enfin voilà, s'il y a beaucoup de choses qui sont incomprises, qu'on l'a mal expliqué, qu'on puisse assez rapidement itérer et ressortir une vidéo plus claire. Gros chantier, mais on espère que ça va vous plaire. Nice. Je viens de me faire penser qu'il faut que j'ajoute l'analytics et le NPS aussi à la doc utilisateur. Parfait. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? N'hésitez pas, hein, parce qu'on on a un peu de temps libre. On n'a plus de réunion à 2h de l'après-midi maintenant. Donc, on part plus en courant. J'ai quand même une réunion à 14h du coup, mais on est large. Bah, ça a l'air d'être bon. Bon, parfait. Bah, bonne semaine tout le monde du coup. Bah ouais. On vous retrouve dans le Slack en attendant si vous avez des questions. Ouais, puis la semaine prochaine pour un nouveau live, peut-être avec des mises à jour encore, probablement. Et sinon, on continuera à Rally. Et dans quelques temps, mais on ne spoil pas encore de date parce que c'est pas encore fixé, on aura de nouveau des utilisateurs de WeWeb dans les lives WeWeb. Ça devrait vous intéresser. Ouais. D'ailleurs, Xavier, tu viens quand tu veux, hein, Frécofo aussi, si vous avez envie. Je sais que vous êtes surchargé sous l'eau beaucoup avec plein de projets, donc je vous embête pas trop, mais si à un moment il y a un projet que vous voulez montrer, n'hésitez pas à nous dire, on adore le faire, quoi. Bon, top. Bon, allez. Bonne semaine tout le monde. Ciao tout le monde. Salut.